Bien, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire autour du désherbage des céréales à paille. L'objet ce matin, en 1 h 30, c'est de vous donner quelques éléments d'information qui pourront vous être utiles pour les prochains semis et optimiser le désherbage des céréales. Autour du présent aujourd'hui, vos ingénieurs régionaux préférés, c'est une blague, mais donc les 4 régions, Benjamin Collin pour la Bretagne, Céline Driot pour le Poitou-Charentes, Quentin Girard pour la Normandie et moi-même, Anne-Monique Baudilis, pour les Pays de la Loire. Peut-être pour introduire la séance, on peut revenir juste un court instant sur la campagne que nous sommes en train de terminer, la campagne 2025. Vous avez ici la carte de la pluie au cours de l'hiver, hein, c'est ce qui a été très marquant avec des pluies abondantes qui ont perturbé les semis dans l'ensemble de nos régions du Grand Ouest. Alors, quand c'est un inconvénient, ça peut être aussi un avantage. Du point de vue du désherbage, le retard de semis a certainement été très favorable. On trouve que globalement, le salissement des parcelles est moindre cette année, en tout cas en deçà du niveau de l'année dernière, même si la pression graminée reste importante et qu'on a encore des situations difficiles à gérer. Les situations les plus difficiles à gérer, on les a rencontrées dès cet automne, avec dans certains cas, pour les quelques parcelles semées très tôt, qui ont pu être semées avant la pluie, et pour lesquelles il y avait une grosse pression graminée, certaines situations assez dramatiques ont donné lieu à des retournements de parcelles dès l'automne dernier, dès l'hiver dernier. Du côté des désherbages de bonne efficacité, globalement des applications de l'automne, évidemment des accidents classiques de phytotoxicité dans les situations bien connues, hein, et notamment dans des situations exacerbées par l'excès d'eau, donc qui ont parfois été assez spectaculaires, mais liées à l'hydromorphie, hein, dans les limons les plus sensibles à l'excès d'eau. Et le mois de janvier, très pluvieux, a été un facteur d'aggravation important. Et puis, on le disait, la situation est peut-être meilleure qu'elle n'a été les campagnes passées, d'un point de vue du salissement, mais malgré tout, on constate des ressalissements au printemps, avec des graminées d'automne, des folavoines, des vivaces, notamment le chardon. Alors ça fait la transition avec le chapitre que va ouvrir Quentin juste après, puisqu'on vous propose 3 temps dans ce webinaire ce matin. Dans un premier temps, revenir sur la dynamique des levées. On avait, lors de notre rencontre du mois de septembre dernier, hein, pour ceux qui étaient présents, on avait déjà fait une séance autour du désherbage, le 20 septembre dernier. On vous avait présenté des résultats sur la dynamique de levée des raigrats et vulpins. Donc on vous propose un complément de résultats avec les notations faites dans les parcelles cet hiver. Ensuite, comme on se projette dans la campagne 2026, nous vous donnerons quelques éléments concernant les décisions à prendre immédiatement, parce que finalement, le désherbage de l'automne prochain, il commence dès maintenant. Il commence dès la récolte de cette année, et puis il se poursuit à l'interculture. Donc Benjamin reviendra sur ses recommandations et résultats d'essais liés aux interventions de récolte et d'interculture. Et puis, nous terminerons par la partie lutte en culture. Donc avec Céline, on vous fera un focus sur l'actualité réglementaire et notamment autour du flufénacet. Et on vous présentera nos résultats d'essais de désherbage d'automne en pluriannuel et puis les derniers de cette année, dans lesquels nous travaillons différentes solutions avec flufénacet et sans flufénacet. Voilà, donc on espère que ce programme vous donnera satisfaction. Et puis sans plus tarder, je passe la parole à Quentin. Merci Anne-Monique, bonjour à tous. Donc premier chapitre sur la dynamique de levée des graminées dans les céréales. Et la question qu'on se pose, c'est donc pour nos raigrats et nos vulpins, mais quand se lève-t-il? Avec le constat qu'on on entend beaucoup dans la plaine, qu'on fait nous aussi, je n'avais aucun raigras, vulpin après mon désherbage d'automne. Et pourtant, j'en vois énormément au mois de juin. La plaine peut être plus ou moins sale selon les parcelles pendant ce mois de juin, mais d'où viennent-ils? Avec comme question sous-jacente, combien de levées on observe à l'automne
pendant l'hiver, voire en sortie d'hiver, début de printemps. Et derrière cette question-là, on va poser plusieurs hypothèses. Donc, on entend parler de plus en plus de levées tardives. Est-ce que c'est un effet du changement climatique avec des hivers qui seraient de plus en plus doux? On l'a expérimenté notamment en 2022-2023 et 2023-2024. Ou est-ce que c'est un effet du stock semencier? Donc, si je prends un exemple d'un 10% des raies qui relèveraient au mois de mars, 10% d'un stock semencier à 100 raies mètre carré, ça ne donne pas la même chose que 1000 raies mètre carré. Donc voilà, c'est les deux potentielles hypothèses qui expliqueraient des levées plus tardives. Est-ce qu'il y a aussi un effet année, des hivers plus ou moins doux, un effet du climat sur le cycle des raies et des vulpins sur la potentielle dormance des graines? Et tout simplement, si des levées plus tardives en hiver, printemps, quelle est la nuisibilité de ces levées-là et comment les contrôler? Donc, vas-y, tu peux passer à la suite. Donc, sur cette première question, quelle proportion de levées automne, hiver, printemps? On a mis en place depuis plusieurs années un protocole de suivi dynamique des levées. Donc, en fait, sur sol nu, on fait un comptage sur un cadran, comme vous voyez en bas à gauche, une fois par mois, des graminées qui sont présentes. Donc, un mois après le semis, on fait un premier comptage, puis on détruit chimiquement, sans perturbation du sol qui favoriserait les relevés. On détruit chimiquement les graminées qu'on a comptées et on revient un mois plus tard. Donc, vous avez ici, pour un semis de début novembre, la parcelle qu'on a suivie en Normandie. Premier comptage le 26 novembre, puis une fois par mois pour arriver au dernier comptage le 28 avril. Et donc, sur la diapositive d'après, vous avez les résultats. Donc, à gauche pour le vulpin, pour lesquels les suivis ont commencé en 2022, dans plusieurs régions de France, la Lorraine, Bourges, dans le centre, Châlons en Champagne, Dijon. Et à droite, sur le Régras. Donc, le premier suivi a commencé l'an passé à Bourges en 2024, puis cette année, dans 3 sites, Bourges, près de Lyon, et la Normandie. Donc, la première observation qu'on voit pour Régras comme pour Vulpin, c'est on confirme les levées massives à l'automne. Octobre, novembre, on voit que le gros des levées a lieu pendant ces périodes-là, ce qui confirme, on parlait de graminées d'automne, ça reste bien des graminées d'automne, le gros des levées a lieu à cette période-là, et ça confirme l'enjeu de contrôler ces graminées au plus proche du semis. La deuxième observation, c'est qu'on observe aussi des levées tardives, décembre, janvier, qu'on n'observait pas forcément historiquement, qui sont minimes par rapport au lever d'automne, mais si on regarde pour le vulpin, le bâtonnet jaune, on peut monter jusqu'à 50 vulpins par mètre carré, donc ce qui n'est plus du tout anecdotique. Et donc ça peut remettre en cause la persistance d'action de nos programmes herbicides, qui sont en moyenne, alors ça dépend du type de sol, du climat, mais qui sont globalement de 15 à 25 jours, couplés aux dates de semis. Donc, parce qu'avec ces levées massives d'automne, il faut, on le sait bien, désherber au plus proche du semis. Et donc, si semis un peu trop précoce, désherbage même en programme, post-levée précoce qui finit fin octobre, début novembre, on ne va pas forcément couvrir ces levées de décembre, janvier. Alors, janvier, on a observé des levées que pour le vulpin. Et troisième observation, c'est des relevés en février, mars, voire même avril, qu'on observe pour Régras comme pour Vulpin. Et alors, je rappelle qu'on est sur sol nu, sur ces observations-là. On voulait vraiment avoir la connaissance physio quand pouvaient lever nos Régras et nos Vulpins. Mais on peut supposer que dans des céréales, avec un couvert en sortie d'hiver qui est déjà bien développé, on aurait probablement moins de levées pendant cette période-là. Et la question qui se pose pour ces levées très tardives, c'est est-ce qu'elles peuvent faire un cycle complet avant la moisson de nos céréales? Donc pour la Normandie, pour les derniers comptages de fin avril, on a décidé de ne pas détruire ces comptages-là. Et actuellement, ces raies sont tout juste à l'épiaison avec 1-2 épis par pied et un peu faiblard qui arrive au niveau du genou. Donc on peut supposer que c'est en tout cas pas ces raies là qu'on observe qui dépassent des cultures. On peut parfois observer 5-10 épis de raies par pied. C'est pas ces levées d'avril qui font ces raies là et donc la nuisibilité qu'on connaît aujourd'hui dans nos essais. Et enfin, on a aussi on a commencé cette année un observatoire en Normandie. J'en profite pour remercier tous les partenaires qui ont participé à ce réseau-là. Vous avez à gauche les résultats, donc c'était uniquement raies parcelles non traitées, avec juste la destruction chimique une fois par mois.
et qui confirme ces levées massives à l'automne, des levées hivernales tardives. Alors ici, on observait quelques raies qui levaient en janvier-février et des relevés en mars-avril. Je rappelle, on était bien sur sol nu. Et l'idée, c'est de compléter ce réseau-là sur plusieurs années en mobilisant encore une fois tous ceux qui le veulent pour essayer d'identifier un potentiel effet année sur ces levées, sur la dynamique de levée, raies ici, et quelle nuisibilité de ces levées plus tardives. Et si nuisibles, comment les contrôler avec potentiellement un réseau qui serait, comme ici, en parcelle non traitée, et une partie en parcelle traitée. Donc voilà pour les dynamiques de levée. Et je passe moi-même au deuxième chapitre, préparer la prochaine campagne, les recommandations pour l'interculture. Donc vous avez ici, sur cette diapositive, l'ensemble des leviers pertinents dans la gestion notamment des graminées. À gauche, l'interculture, à droite, la lutte en cours de culture ou tout simplement sur le choix de la culture avec l'impact de la rotation, et à droite, la récolte. Et on voulait démarrer, la moisson approchant, que la gestion, le désherbage commence par la gestion de la récolte. En utilisant une expression un petit peu plus ancienne, attention à ne pas semer la zizanie. Petit intermède étymologique. Zizanie vient du latin zizania, qui voudrait dire ivraie et mauvaise herbe, ce qui montre bien que la gestion des graminées à la récolte n'est pas une problématique qui date d'hier. Donc derrière ces bonnes pratiques à la récolte, on entend surtout, avant tout, le nettoyage de la moissonneuse-batteuse, qui paraît être un enjeu énorme, une des marges de progrès les plus importantes sur notre territoire. Et donc on vous a mis ici sur ce lien une vidéo qui représente les 8 points clés qu'on a identifiés, qu'il fallait bien nettoyer pour éviter de semer la zizanie, justement. Le temps estimé est 20-30 minutes au champ. Donc on entend que ce n'est pas toujours possible de prendre ces 20-30 minutes-là, mais selon les étés, on a quand même parfois plus de temps pour récolter, et il peut être très important, et l'enjeu est assez fort à justement prendre ce temps-là. Et une estimation pour un nettoyage beaucoup plus complet de 1-2 heures en fin de campagne. Pour le matériel, c'est tout simplement un compresseur mobile ou un souffleur à feuilles feront l'affaire. Deuxième recommandation, on en parle souvent, parcelle et bordure sale en dernier. Et on insiste vraiment sur ces leviers de bonnes pratiques à la récolte. Je te laisse passer à la suite. Puisque non respecter, cela peut anéantir tous les efforts. Et parfois, les efforts qui sont mis en place aujourd'hui pour la gestion des graminées peuvent coûter très cher. On a des programmes herbicides à 150 voire 200 € à l'hectare, l'intégration de nouvelles cultures avec les débouchés, l'achat de potentiels échecs, l'achat de matériel pour les nouvelles cultures, pour du désherbage mécanique. Tout ça, c'est des efforts qui coûtent cher, et on observe très régulièrement dans des parcelles pour lesquelles tous ces efforts ont été mis en place, on peut tout gâcher en arrivant avec une moissonneuse-batteuse qui n'est pas bien nettoyée, quoi. Donc non respecter, ça peut vraiment anéantir tous les efforts, et le salissement du territoire, on voulait rappeler que c'est bien une responsabilité collective, donc attention aussi aux moissonneuses-batteuses qui tournent et qui peuvent participer à la contamination de l'ensemble du territoire. C'est une pratique qui n'est pas forcément très chère, alors qui prend du temps et qui est pénible, mais qui vaut le coup d'être bien mise en place pour maintenir le salissement dans notre territoire. Si on continue avec nos références et expressions un peu anciennes, séparer le bon grain de l'ivraie, qui, dans la gestion de la récolte, fait référence pour nous à la gestion des menus pailles. Donc vous avez ici plusieurs méthodes de gestion des menus pailles qui existent, qui sont plus ou moins accessibles en France. Le chafflining, qui consiste à concentrer les menus pailles sur une ligne, qui est une pratique plutôt développée en Australie, qui après il gère cette ligne-là thermiquement ou chimiquement. La presse, soit derrière la moissonneuse-batteuse, soit les menus pailles qui sont déposés sur l'endant de paille et pressés ensuite, ce qui est beaucoup moins cher. Et ce qui est plus connu en France, l'exportation des menus pailles, voire le broyage. Vous avez en bas à gauche un graphique qui recense une étude qu'on avait fait. On avait comparé menus pailles récoltés, donc exportés, à des menus pailles éparpillés directement au sol. Et on voit que sur le long terme, on peut avoir un effet qui est encore une fois, comme pour tous les leviers, pas à 100% efficace, mais un effet significatif de la mise en place de cette pratique sur le long terme, sur l'expansion du stock semencier. La question qui se pose pour toutes ces pratiques-là, c'est combien de graines viables de nos mauvaises herbes, raies, vulpins, rentrent dans la moissonneuse-batteuse. Donc quel est l'enjeu d'aller mettre en place cette pratique-là d'un point de vue éco-physio? Et donc c'est des suivis qu'on va réaliser, qu'on met en place à partir de cette année-là. Et rendez-vous du coup
dans les années à suivre pour voir ces résultats-là. Et je laisse la parole à Benjamin pour la suite de cette partie-là. On passe de la récolte à l'interculture. Merci. Exactement. Donc, bonjour à tous. Donc, sur la partie interculture, souvent, quand on va parler gestion du raisin notamment et des graminées au sens large au niveau de l'interculture, on va parler de fausse mie et notamment l'effet des faussesmies. Donc, un petit rappel sur la définition de ce qu'on appelle un fausse mie. Donc, on est vraiment sur un travail superficiel en interculture. L'objectif premier et unique du fausse mie, c'est de faire lever des adventices dans l'interculture pour éviter que celle-ci ne lève dans la culture suivante. Donc on est vraiment sur cette gestion, on va dire, du stock à court terme vis-à-vis de la culture suivante. À pas confondre, on va dire, avec par exemple des interventions de déchômage juste après la récolte qui ont parfois plutôt un objectif de restructuration du sol, par exemple, ou de gestion, on va dire, de certains ravageurs. Là, le fausse mie, quand on parle fausse mie, c'est vraiment uniquement sur la gestion du désherbage. Donc, on va dire historiquement, on était sur un levier qui était plutôt mis en avant par rapport à la gestion des graminées. Mais récemment, il y a eu toute une analyse, on va dire, d'un ensemble d'essais au niveau des instituts techniques, donc Arvalis, Terrinovia, etc., qui ont regroupé un peu tous les essais à disposition sur le FOSMI pour essayer de vraiment voir l'efficacité de ce FOSMI sur la gestion du raisin. Donc là, on va vous montrer quelques résultats d'essais forcément spécifiques à nos cultures, donc notamment là, ici, le blé et vis-à-vis du raisin. Donc on a quatre essais qui ont été menés où on a fait, pour une partie, on va dire, l'absence de fausse mie à l'interculture, donc il y avait rien qui a été fait, spécifiquement par rapport au désherbage, versus avec un fausse mie et on regardait, le nombre de levées de raisin dans l'interculture. Donc vous voyez quand on n'a pas fait de fausse mie, on est à peu près à 300 levées de raisin par mètre carré, donc c'est quand même des situations, on va dire, avec une bonne pression raisin. Donc naturellement, on peut retrouver des graines de raisin qui, trouvent des conditions favorables, pour, lever, même s'il y a pas de travail du sol, on va dire, superficiel. Par contre, à droite, quand vous êtes sur une intervention avec un faux SMI, fait en bonne et due forme, vous êtes à 600 raigrats par mètre carré. Donc vous avez fait x2 sur la levée des raigrats. Donc là, vous êtes vraiment sur un objectif du faux SMI, on va dire respecté sur l'interculture. Vous faites lever effectivement des raigrats dans l'interculture pour essayer d'éviter qu'ils lèvent après. Alors à voir qu'ici, c'était, sur des essais, on va dire, qui ont bien marché sur l'effet du phosmi. C'est pas forcément toujours le cas sur d'autres, on va dire, types d'interculture. Et puis ça va être aussi variable puisque ça va être dépendant de certaines conditions de réalisation du phosmi. Justement sur ces conditions de réalisation du phosmi, il y en a plusieurs. Le premier, ça va être le choix de l'outil du travail du sol. Donc à gauche, vous voyez un tableau où en ligne, vous avez différents outils de travail du sol. Donc par exemple la herse de déchômage, la bêche roulante, les déchômeurs à disque indépendant, etc., etc. Vous avez donc la profondeur de travail du sol de ces différents outils. Donc c'est une fourchette, hein, par exemple la herse de déchômage, on est sur entre 1 et 3 cm de travail, on va dire en termes de profondeur. Et sur les autres colonnes, vous avez les objectifs agronomiques, puisqu'il n'y a pas forcément, comme je disais, que l'objectif OSMI. Il peut y avoir aussi un objectif de répartition des pailles en surface, de destruction des repousses et des adventices, d'incorporation des pailles ou de restructuration des zones tassées. Et pour chacun de ces outils, on a des aptitudes plus ou moins fortes par rapport à ces objectifs agronomiques. Donc si on cible vraiment la partie FOSMI, vous voyez que certains outils sont dans le vert, donc ils sont bien adaptés pour faire un FOSMI, tandis que d'autres sont orange ou rouge, donc ils ne sont pas du tout adaptés. Et ce que vous voyez, c'est que les outils qui sont bien adaptés au FOSMI, c'est généralement les outils qui travaillent de manière superficielle, en dessous de 5 cm, puisque la majorité des raigrats lèvent entre 0 et 5 cm. Donc ces outils-là permettent vraiment de faire un travail du sol superficiel, le plus fin possible et de manière appuyée, pour vraiment maximiser le contact terre-graine et optimiser cette levée des adventices. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être à quel moment on fait ce faux semis, à savoir que selon l'adventice qu'on cible, on va pas avoir les mêmes traits biologiques. Vous voyez, hein, donc les repousses de céréales qui sont, on va dire, considérées en interculture comme une adventice, lèvent immédiatement, dès la moisson. Là, on est sur des espèces à la base cultivées, donc qui n'ont pas de dormance. Dès qu'on la sème, on veut que ça lève au maximum à 100%. Donc, si ça retombe derrière, après la moisson, au sol, généralement, ça relève très facilement, il y a très peu de dormance. Donc ça,
On peut faire des faux semis, que ça soit, on va dire, juste après la moisson ou un peu plus tard. On pourra faire lever ces repousses de céréales. Si vous êtes sur des repousses de colza, par contre, là, c'est plutôt jusqu'à début septembre que vous pouvez faire lever correctement des repousses de colza. Et si on va plutôt sur les adventices, donc vous avez le brome stérile, et notamment celui qui nous intéresse, le régras. Ben, le régras, ça va être à partir de début septembre où on va pouvoir commencer à être dans la période préférentielle de levée. À savoir que biologiquement, le régras peut lever, comme on l'a vu tout à l'heure, un petit peu toute l'année, mais il y a quand même certains pics. Et sur le pic de l'automne, on commence à rentrer dans cette phase de pic de levée, plutôt sur début septembre, et puis ça va s'étaler jusqu'à fin octobre. Donc faire un faux semis, au mois de juillet, si je caricature, va être moins efficace qu'un faux semis sur le début septembre, toutes choses égales par ailleurs, du fait de cette, biologie du régras à lever un peu plus tard, en interculture. Et finalement, là où il va y avoir aussi une variabilité, ça va être au niveau de la météo forcément, hein. Si on est sur un sol sec, ça va être difficile de faire lever des rairas, parce qu'on n'a pas forcément suffisamment d'humidité. Donc il va falloir aussi profiter des périodes de petites pluies pour pouvoir intervenir juste avant, afin que les pluies, suivantes puissent faire lever les rairas dans de bonnes conditions. Et à l'inverse, quand on fait des faux semis, il faut derrière les détruire. Et donc, il faut retrouver des conditions, si on le détruit mécaniquement, il faut retrouver des conditions qui limitent les relevés ou les repiquages dans des conditions sèches. Donc ça, voilà, il y a pas mal de conditions à respecter pour avoir un faux semis qui permet de faire lever un maximum de raies dans l'interculture. Mais ce qui nous intéresse, si on est sur la diapo suivante, c'est finalement quel est le nombre de raies qui lève dans la culture suivante. Est-ce que ça a un effet, le faux semis ou non, sur la gestion du raies dans la culture suivante? Donc c'est ce que vous voyez ici, toujours sur ce même graphique, avec en vert les levées de raies dans le blé suivant. Et vous voyez, donc on a séparé en deux. Il y a des, on va dire, par exemple, sur le sans faux semis, vous avez d'une part les deux premiers histogrammes qui sont sur un semis non perturbé, donc un semis direct. Et les deux histogrammes suivants, vous êtes sur un semis perturbé. Donc généralement avec un travail du sol, le jour du semis ou les 10 jours avant. Donc typiquement, ça peut être l'exemple avec la herse rotative pour préparer le lit de semences, qu'on fait juste avant ou en même temps que le semis. Et vous voyez que si on prend la partie, semi-perturbée avec une interculture où on a l'absence de faux semis, on est sur une levée de raies dans la culture suivante ici, à autour de 350 raies mètre carré. Quand vous faites un faux semis sur un semis perturbé, bah, dans le blé suivant, vous retrouvez 350 raies au mètre carré. Donc vous n'avez pas d'effet du faux semis à proprement parler, à l'interculture, sur les levées de raies dans la culture suivante. Vous avez autant de levées qu'il va falloir gérer quoi que vous ayez fait en interculture. Par contre, ce que vous voyez, c'est que, au niveau du semis, entre perturbé et non perturbé, on peut avoir des différences, potentiellement, significatives entre entre, on va dire, les 2 types de semis qu'on va pouvoir faire. Donc ça, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plutôt un effet, perturbation du sol au semis, puisque, à gauche, sur la partie, sans faux semis, un semis non perturbé, donc un semis direct, comme je disais, on est autour de 100 raies levées, tandis que sur un semis perturbé avec type herse rotative, vous êtes à 350 raies mètre carré dans le blé suivant. Donc ces 100 raies, il faudra toujours le gérer, mais c'est toujours moins que les 350. Donc si tu passes juste après. Donc on voit qu'il y a plutôt, non pas un effet du faux semis à proprement parler, mais vraiment un effet plutôt, plus important de la perturbation du sol au semis, qui vont, bah, justement relancer, stimuler les levées de raies. Et cette perturbation sera d'autant plus importante aussi selon la date de semis. Si vous faites un semis, en plein dans le pic de levée du raies, bah, si vous restimulez, si vous les remettez dans les bonnes conditions de par un travail du sol, eh bien vous allez avoir, on va dire, une levée de raies assez importante qu'il va falloir gérer, dans la culture, donc chimiquement ou mécaniquement. Donc attention à ne pas survendre l'effet du faux semis pour gérer le raies sur la culture suivante. Et donc si on veut maximiser cette partie, réduction de levée dans la culture suivante, bah, comme on disait, il faut être idéalement sur un semis direct, ce qui impose aussi de pouvoir gérer les repousses ou les levées, d'adventices avec, soit un travail mécanique, avec des outils non animés sur un sol sec ou sinon avec du glyphosate pour pouvoir gérer ces repousses avant de semer, en direct. Mais sur la partie glyphosate, on voit qu'il y a quand même depuis quelques années, depuis 2-3 ans, des cas en céréales où on retrouve des cas de résistance du raies
au glyphosate. Donc c'est une technique qui va être vraiment dépendante de l'état de sensibilité des raies gras au glyphosate pour pouvoir gérer, on va dire, ces levées et ensuite semer sur un sol propre en semis direct. Donc notamment dans l'ouest, hein. Donc au national, vous voyez, il y a des départements qui sont en rouge. Donc là, c'est plutôt, on va dire, des cas des secteurs viticoles où il y a eu des cas, on va dire, depuis pas mal d'années, depuis 2012, notamment les premiers retours de raies gras résistants au glyphosate en viticulture. Mais en céréales, ça arrive depuis quelques années et notamment, bah, vous voyez dans l'ouest, hein, on a plusieurs départements, voire certains départements qui commencent à virer vers le rouge, sur les cas, remontés de résistance du raies gras au glyphosate. Les départements, notamment les départements bretons, qui sont en blanc, ça ne veut pas dire qu'il y a absence de résistance, c'est que pour l'instant, il n'y a pas eu de remontée. Vous voyez, il y a certains départements, notamment dans le 35, qui sont quand même bien entourés, en limitrophe, d'autres départements qui ont, des premiers cas, de résistance au glyphosate. Donc vigilance sur cette partie-là, au niveau de la gestion, puisque ce qu'on veut absolument, c'est semer sur un sol propre. Ça, c'est aussi un message important, hein, puisque si on est, sur un semis avec, des raies gras qui sont déjà, on va dire, levées, voire talées, ça va être très compliqué derrière à les gérer. Alors après, on peut regarder, là, on a regardé l'effet d'un faux semis en interculture. On peut se poser la question, mais si je fais plusieurs faux semis? Alors effectivement, on peut faire plusieurs faux semis, c'est aussi des choses qui sont parfois mises en évidence. Pour pouvoir faire plusieurs faux semis dans les périodes de levée préférentielle du raies gras, il va falloir décaler la date de semis. Donc là, vous avez un essai, enfin, vous avez une synthèse de 4 essais en blé, avec des adventices qui étaient plutôt, on va dire, avec une dominante, vulpin sur différentes dates de semis. Donc, 1 date de semis à gauche, hein, vous êtes sur un semis du 30 septembre, sans faux semis, donc 0 faux semis à interculture. Vous avez 600 adventices qui sont levés dans la culture suivante, dans le blé. Vous semez au 19 octobre, vous décalez la date de semis, ce qui vous permet d'intégrer un peu plus facilement un faux semis. L'idée, c'est que le faux semis soit fait 2-3 semaines avant le vrai semis. Vous voyez ici, on a une diminution, forte, hein, de plus de moitié, hein, même 70, 75 de, la pression en adventice sur le blé suivant. Par contre, là, on a dans cette modalité-là, combiné, enfin, on a à la fois l'effet date de semis et l'effet faux semis. Mais si on regarde les semis suivants, les semis début novembre, où là, on a pu encore redécaler et donc multiplier les faux semis, on n'a pas fait un faux semis, mais on a pu en positionner 2. Donc vous voyez, il n'y a pas d'effet de faire un ou 2 faux semis. Il y a un effet par contre date de semis, mais l'effet de l'intensité ou de la fréquence des faux semis n'est pas présent. Et si on extrémise encore, si on va jusqu'au 20 novembre, vous voyez entre un faux semis et 3 faux semis, de la même façon, vous n'avez pas du tout de différence statistique. Donc ça, c'est, important, hein, sur la partie faux semis. Le nombre ne va pas forcément changer grand-chose sur la culture suivante. Par contre, ce qu'on voit ici, c'est un effet majeur, prédominant, de la date de semis. Donc, comme je disais, il ne faut pas survendre le faux semis. Par contre, il faut mobiliser d'autres leviers, type date de semis, type travail du sol, le labour, etc., qui permettent de vraiment limiter les infestations de raies gras dans la culture suivante. Donc ça, c'est sur les leviers qu'on peut mobiliser. En interculture, enfin, ou avant la récolte, alors là, c'est pas forcément un levier, hein, mais c'est plutôt, on va dire, une solution ultime, une solution pompier. Sur des parcelles très sales, on peut se poser la question de l'ensilage en blé immature. Donc économiquement, c'est très questionnable, hein, puisqu'on va avoir des pertes économiques, mais d'un point de vue technique, ça peut être quelque chose d'intéressant pour pouvoir gérer le régras sur des situations vraiment d'impasse où on se retrouve avec une pression énorme. On sait qu'il y a un stock qui est dans le sol qui est énorme également. Et donc le fait d'ensiler de manière assez précoce, hein, enfin d'ensiler, on va dire sur le mois de mai, début juin, avant que les épis de régras grainent potentiellement, on va être sur une technique qui techniquement à 100 d'efficacité. C'est comme si on avait un programme chimique qui est 100 efficace, ce qui est, quasiment, pas du enfin, ce qui est pas le cas en chimie. Alors que là, on peut avoir une solution qui arrive à ces ordres de grandeur, 100 d'efficacité, de désherbage du raies et notamment de réduction du stock, potentiel de graines qui vont retourner au sol. Alors pour vous montrer 2 cas, hein, 2 cas concrets. Un cas dans le Lauragais en 2020 où ils étaient sur un essai, donc un essai système, avec donc sur une rotation. L'objectif principal, c'était de réduire l'érosion des sols, donc ils ont limité, le travail du sol, mais ils se sont retrouvés à un moment donné avec, une augmentation de la pression régras et à un moment donné, elle devenait tellement trop forte qu'ils ont changé l'objectif de l'essai sur une certaine partie de cet essai-là pour
gérer cette partie régras. Et donc ils y sont allés franco, la première année, c'est-à-dire qu'en 2020, il y avait 330 épis de régras au mois de mai, sur le blé. Ils ont fait une partie ensilée, une autre partie récoltée en grains. Et donc l'année suivante, ils sont passés sur un maïs. La partie où on avait récolté en grains, après, toutes les le programme de désherbage sur maïs, on était à 20 plantes de régras par mètre carré. Donc c'est pas du tout, satisfaisant, notamment si on est dans des systèmes non irrigués. On va avoir une pression, forte sur le maïs et donc des pertes de rendement. Sur la partie ensilée, là par contre, avec le même programme chimique sur le maïs, à la fin, on se retrouve avec 3 plantes de régras par mètre carré. Donc il y en a, c'est pas indemne, mais là, on a une nuisibilité beaucoup moins importante. Autre cas beaucoup plus extrême et un peu plus proche, en Normandie, en 2023. Donc c'est une parcelle qui fait partie du projet Margot, qui est un projet donc avec les chambres d'agriculture de Normandie, de Bretagne et Arvalis, qui vise à avoir un réseau de parcelles chez les agriculteurs, des parcelles infestées en régras, où on mobilise avec l'agriculteur différents leviers pour réduire la pression régras sur 2-3 ans. Là, en l'occurrence, on était dans une situation vraiment d'impasse, puisqu'on avait plus de 2000 régras au mètre carré, donc vraiment une pression extrême. Et donc là, de la même façon, le choix a été fait de diviser en deux, une partie qui est, on va dire, ensilée ou enrubanée, et l'autre partie qui est récoltée en grains. De la même façon, sur le maïs suivant, en Normandie, vous êtes à 650 régras quand vous avez récolté en grains. Donc tout le stock qui a été produit l'année suivante est tombé par terre. Et vous le retrouvez sur le maïs suivant avec une pression énorme et extrême. Tandis que sur la partie ensilée, vous vous retrouvez avec 25 régras par mètre carré. Alors c'est toujours une usabilité importante, mais on est loin des 650 régras par mètre carré. Donc l'effet ensilage a une efficacité très importante à court terme. Ça permet de se sortir de situations d'impasse. Néanmoins, quand on regarde l'essai du Lauragais qui a continué, donc après le maïs, ils ont refait d'autres cultures avec d'autres leviers. Ce qu'on voit, c'est qu'après l'ensilage, si on ne retrouve pas, si on ne refait pas de la mise en place d'autres leviers, type DAP de semis, type labour, etc., au bout de 2-3 ans, on retrouve la même pression, enfin presque, on retrouve une pression assez importante, presque aussi forte qu'en 2020. Alors que si derrière, l'année suivante, ils avaient fait donc un labour, 2 ans après, ils ont fait un décalage de la date de semis, rien qu'avec ça, ils ont pu diviser par 10 la pression régras par rapport à 2020. Donc c'est important de se dire que voilà, c'est pas parce qu'on fait un ensilage qu'on est sorti d'affaire. Économiquement, c'est questionnable, mais derrière, faut rembrayer avec d'autres leviers qui sont économiquement un peu plus faciles à mettre en place. Je vous propose de passer sur la partie de désherbage en culture. Alors du côté de l'actualité réglementaire, évidemment, les projecteurs se tournent vers le flufénacet. Donc on savait qu'il était que son renouvellement au niveau européen était en jeu, et ça s'est confirmé. C'était une substance active qui est considérée comme perturbatrice endocrinienne, et donc le non-renouvellement a été acté au niveau européen le 21 mai dernier. Donc, dans le calendrier européen, la décision prenant effet 20 jours après cette date du 21 mai, il y a un délai de grâce potentiel de 18 mois, avec un délai à la vente de 6 mois et 12 mois de délai à l'utilisation. Donc, ce qui couvrirait, d'un point de vue Europe, les périodes automne 2025 et 2026. Attention toutefois à ne pas conclure trop vite, car en France, la décision et le calendrier de retrait appartient à l'ANSES. Et pour l'instant, l'ANSES ne s'est pas encore prononcé. Donc, on attend le retour de l'ANSES pour clarifier le calendrier de retrait de la molécule. Ça sera pas plus tard que le calendrier européen, mais ça pourrait être plus précoce. A priori, la molécule sera disponible pour l'automne prochain, mais rien n'est sûr pour 2026. Donc, dans ces conditions, ce qu'on vous propose à présent, c'est de faire un tour d'horizon de nos résultats d'essais. Quand on cible les régras et les vulpins dans les essais céréales à paille, et de regarder la performance des différentes solutions, celles disponibles aujourd'hui, et puis les projets à venir que l'on attend avec impatience pour apporter de nouvelles solutions dans le désherbage des céréales. Alors, c'est intéressant de regarder le spectre des molécules à notre disposition. On a essayé de le résumer sur ce visuel que vous voyez, qui vous donne pour les 2 graminées, vulpin et régras, et dans les cultures Blétante tritica d'une part et orge d'autre part,
le spectre d'efficacité avec un code couleur hein, que vous allez lire à l'écran, avec la légende en bas, pour les différentes substances antigraminées applicables sur céréales. Alors, pas toutes applicables sur orge. Hein. Déjà, notez qu'en orge, on est plus limité en solutions possibles, notamment les rattrapages. Et puis, pour ces rattrapages avec des produits foliaires, les sulfonylurées comme les pinoxadènes et puis la famille des FOP, vous voyez que le coloriage est assez contrasté ou bigarré, parce qu'on peut être sur de très bonnes efficacités quand les populations de mauvaises herbes sont sensibles, mais aussi des efficacités nulles lorsqu'on a des régras ou des lupins résistants à ces modes d'action. Ce qui explique l'irrégularité des réponses de ces solutions, et voire l'absence de réponse quand on est vraiment sur des résistances confirmées, et la nécessité d'intervenir dès l'automne sur ces graminées, avec le chlortoluron, le flufénacet, le prosulfocarbe, et puis des molécules d'appoint qui sont un petit peu moins efficaces intrinsèquement, mais qui apportent un bon complément d'efficacité, comme la pendiméthaline, la clonifène, voire le DFF et la béflubutamide ou picolinafène, qui sont plutôt des antidicotes, ces trois-là, mais qui apportent une action complémentaire de synergie sur graminées, sur des bases antigraminées racinaires. Alors, à noter que toutes ces substances actives ne sont pas utilisables comme on le voudrait, il y a certaines contraintes, et notamment peut-être citer sur le chlortoluron, le fait que celui-ci n'est pas autorisé en sol drainé, ce qui n'est pas sans poser des difficultés hein, dans nos régions où il y a une grosse part de sol drainé, notamment Pays de la Loire, pour ne pas la citer. Alors, si on se dit que demain, il n'y a plus de flufénacet, vous voyez que l'inquiétude, elle se porte beaucoup sur Vulpin, parce que finalement, sur Vulpin, c'est quand même le pilier du désherbage aujourd'hui. C'est le seul qui soit vert sans contrainte majeure, et encore, il y a des contraintes pour certaines spécialités dans les sols drainés. Et puis, pour Régras, on a encore le prosulfocarbe, mais lui-même, vous savez, on n'est pas toujours serein quant à sa pérennité. Il n'est déjà pas possible dans les secteurs ou dans les parcelles en proximité de cultures non cibles. Et donc, quand on est dans ces situations-là, le flufénacet rendait beaucoup de services, ou rend toujours beaucoup de services. Donc, notre maître étalon dans les essais depuis les années 2019, hein, c'est des bases qui associent les molécules et avec des bases flufénacet ou prosulfocarbe. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une synthèse de 34 essais sur des régras. Appliqués en prélevé, on a deux solutions qui sont dans les meilleures, hein, le Maténo à 2 litres ou l'association d'Efficolix. Alors, je décode peut-être le graphique une fois pour toutes, puisqu'on va en voir quelques-uns présentés de cette façon ensuite. Donc, vous avez les efficacités exprimées en pourcentage, et puis chaque essai est matérialisé par un petit point de couleur, et la moyenne est représentée par le bâton ici. Donc, en efficacité moyenne, on atteint à peine 80% d'efficacité sur une première application de prélevé, d'où la nécessité de travailler en programme. Alors, quand on se dit demain il n'y aura plus de flufénacet, que peut-on faire? Déjà, avec les solutions existantes, on vous a mis quelques exemples ici, des applications de prélevés sur Régras, et puis on verra ensuite des résultats Vulpin. Donc sur Régras, ici, 5 essais de prélevés regroupés en pluriannuel, et puis 6 essais en post-levé très précoces, hein, vraiment sur des tout petits Régras, sur des blés qui font 1 à 2 feuilles. Donc déjà, des solutions possibles, hein, dès qu'on est sur Régras, les bases prosulfocarbe avec le DFF apportent beaucoup. Donc on peut faire des choses du même niveau d'efficacité que le Maténo vu précédemment. En post-levé, on a ici l'exemple du chlortoluron, le défi compile à nouveau. Bon, vous voyez que l'on perd à peu près 15 points d'efficacité et qu'on est un petit peu moins régulier hein, dans les essais. Il y a une dispersion des points hein, qui explique cette baisse d'efficacité moyenne. Donc, d'où l'importance de démarrer, si possible, en prélevé pour régulariser les efficacités. Mais finalement, ce qui fait les meilleures efficacités, c'est bien le fait de travailler en programme. Donc là, ici, une synthèse de 8 essais avec une efficacité moyenne qui dépasse les 90% et des résultats beaucoup plus réguliers en passant
une fois en prélevé et rattrapé aussitôt avec un chlortoluron ici dans l'exemple qui est présenté ici. Donc 10 points d'efficacité en plus et surtout une meilleure régularité de performance entre sites. Alors à noter, hein, je ne l'ai peut-être pas assez dit, on est dans ces essais sur des pressions assez importantes en général. Vous avez la densité qui est précisée à chaque fois. Alors là, j'ai mis ma flèche sur un essai où il y avait peu de régras, mais on est ici, par exemple, avec plus de 2000 régras mètre carré, donc on est de l'ordre de la centaine de régras à voir le millier dans les cas les plus extrêmes. Alors une autre manière de représenter les choses, on l'a fait ici sur une double entrée, les efficacités en abscisse et le coût de la solution de désherbage en ordonnée. Alors sans surprise, ici on est dans des essais assez chargés en régras, c'est 6 essais de cette année. Les solutions les plus performantes, hein, qui vont atteindre ces 80-90% d'efficacité, sont celles qui sont les plus coûteuses, mais au moins on arrive à des résultats assez intéressants, à 90% d'efficacité. Et c'est toujours le programme qui va combiner les différentes molécules et qui peut aussi avoir le défaut de présenter des risques vis-à-vis de la sélectivité. Hein. On sait que souvent ces programmes-là sont assez costauds et peuvent entraîner des marquages sur la végétation. Tout est question de compromis entre l'efficacité et du coup la baisse de nuisibilité directe du régras et la sélectivité. On a souvent intérêt à opter par un peu de marquage de phytotoxicité, mais au final un régras mieux géré, donc moins d'impact sur le rendement en nuisibilité directe. Donc ça, sur les grosses infestations, c'est sûr qu'on va recommander de passer en double passage d'automne en combinant le plus possible les molécules. Quand on est sur des situations de plus faibles infestations, les solutions de passage unique à l'automne, plutôt en prélevé, vont donner une efficacité satisfaisante. Bon, ici, ça peut vous paraître pas très élevé, on est entre 70 et 80% d'efficacité avec des associations Constel défi en post-levé ou défi codique sans prélevé. Ceci dit, on est, je le réinsiste, sur des grosses pressions adventices, donc sur des parcelles moins infestées. Ce premier passage, rattraper peut-être en sortie hiver éventuellement, s'il n'y a pas de résistance, peut tout à fait suffire. Ceci dit, pour résumer ce régras, la base prosulfocane reste quand même une base importante avec le flufénacet aujourd'hui. On peut se contenter d'un traitement unique en faible infestation. Dès lors qu'on a une grosse infestation, il faudra passer 2 fois. Même chose, même exercice sur Vulpin, avec le positionnement de nos différents programmes comparés sur des populations assez importantes de Vulpin, là encore, en regardant à la fois l'efficacité et le coût. Là encore, les programmes sont ceux qui permettent de dégager les meilleures efficacités. Mais si vous avez en tête le graphique précédent, on naviguait entre 80 et 90% d'efficacité sur le gras. Ici, si on enlève le flufénacet dans les produits possibles, on va migrer vers la gauche avec 10% d'efficacité en moins dans les meilleurs programmes, et puis des coûts qui sont par rapport aux solutions classiques testées avant avec du flufénacet, qui peuvent s'envoler hein, avec un surcoût de 40 € pour 10% de moins en efficacité. Donc c'est là qu'on mesure toute l'importance du flufénacet dans les parcelles à vulpin. Les mêmes choses que pour régras, je ne vais peut-être pas réinsister davantage, mais quand on est sur des pressions plus modestes, un passage de prélevé ou de poste très précoce peut faire l'affaire. Mais vous voyez que dès lors qu'on est sur des grosses populations, on va descendre plutôt autour de 50-65% d'efficacité pour les meilleures solutions. Sachant que les meilleures solutions sont souvent celles qui apportent de la pendimétalline. Voilà, donc la pendimétalline associée au prosulfocane, par exemple. À noter ici, on a laissé ce point-là qui correspond à un passage de prélevé rattrapé en sortie d'hiver avec un produit foliaire. Ça a été appliqué sur 2 des 6 essais présentés ici. Ça a bien fonctionné dans ces cas-là parce qu'on n'avait pas de vulpin résistant, mais on voulait vous mettre en garde sur le fait qu'on a
on est souvent dans l'incertitude devant une parcelle sale de savoir s'il y a résistance ou pas. Alors si la résistance est confirmée, on ne se pose pas de questions et on entre dans la dynamique double passage d'automne. Mais dès lors qu'on a un doute, on s'expose au fait d'être à 90, on peut atteindre les 90% d'efficacité avec un programme pré-sortie d'hiver en rattrapage, mais on peut aussi être avec un résultat beaucoup plus décevant de cet ordre-là, dès lors qu'il y a de la résistance, alors qu'on ne le savait pas. Et vous voyez qu'on est sur des coûts désherbage élevés. Donc dans l'incertitude, mieux vaut opter pour la double automne que de prendre le risque de dépenser beaucoup d'argent pour ne pas s'y retrouver. Conclusion sur Vulpin, sans flufénacet, on perd en efficacité, on augmente les coûts de désherbage et on va pour l'instant se donner comme valeur sûre des associations qui associent donc le prosulfocarbe, la pendiméthaline et le DFF par exemple. Ou le chlortoluron quand on peut le faire dans les sols drainés avec le prosulfocarbe. Céline, je te passe la main pour parler des projets à venir. Donc, je poursuis effectivement. Donc, en termes de... Alors, avant de parler des projets, peut-être signaler une homologation récente. Donc, il s'agit là de l'herbicide Eledura de chez Corteva, donc, qui est proposé à la dose de 3 litres par hectare en poste levé. Il est composé de prosulfocarbe, de DFF, donc ça c'est bien connu, et cette fois-ci associé avec d'aloxyphène. Je le présenterai quelques résultats tout à l'heure vis-à-vis de ce nouveau produit. Et puis également, dans les essais là, en 2025, on a pu étudier différents projets qui nous ont été confiés. Et parmi eux, on a 3 projets que l'on peut vous présenter quelques premiers résultats diffusables à l'oral. Donc, il s'agit en premier lieu d'un projet qui est porté par Syngenta, qui est codé. Alors, effectivement, on a un code particulier. Tous les projets au niveau d'Arvalis sont recodés. Et donc, retenez bien ces premiers chiffres, puisqu'en fait, ce sont ces codes qui vont apparaître sur les diapositives suivantes. Donc, concernant donc, le projet de Syngenta, le H1605, il est composé donc de prosulfocarbe et de DFF. Sur une dose de 3 litres dès la prélevée, ce qui nous fait à dose totale un équivalent de 2000 grammes de prosulfocarbe, donc 2,5 litres de défi, et puis 42 grammes de DFF. Donc globalement, des grammages un peu plus sous-dosés en prosulfocarbe et en DFF par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir dans les références terrain. Un deuxième projet qui est porté cette fois-ci par Bayer, sous le code Arvalis H2301. Il est composé de DFF et d'aclonifène. C'est un projet, vous avez sans doute entendu parler de ce projet sous le nom de code de H325 BCS ou la Claudio. Ça vous permet de faire les liens. Et typiquement, un projet qui sera plutôt présenté avec des associations. Utilisable dès la prélevée, sur une dose demandée, enfin en tout cas on l'a travaillé sur des bases d'un litre 2, et donc voilà, DFF et aclonifène. Et enfin le troisième projet porté par BSF, le H2501, qui est composé alors du nom de marque Luximo, entre parenthèses, vous avez le nom de la substance active, donc une nouvelle substance active complétée du picolinéphrène, que l'on connaît par ailleurs. Donc là, cette fois-ci, on est sur un projet qui est présenté aussi, vous avez peut-être entendu parler sous le nom de Luxi G2, donc avec un projet qu'on verra tout à l'heure, cette fois-ci en post-levée précoce, sur une dose de 1 litre, sur une dose de 1 litre 25. Alors, pour revenir à l'herbicide récemment homologué, l'Edura, de chez Corteva. Monique, si tu peux juste... Il est
si je peux avoir la présentation suivante. Donc, vous avez sur cette diapositive, alors un petit peu chargé. Donc, dans les cartouches, là, à droite et à gauche, vous allez avoir toutes les informations réglementaires concernant cet herbicide. Comme je le disais précédemment, ce que l'on peut peut-être plus retenir, donc il est proposé à la dose de 3 litres, ce qui correspond à 2,5 litres de défi, 42 grammes de DFF, donc un peu moins de 0,1 de compil, et puis 4 grammes d'aloxifène. Il est proposé sur la dose de 3 litres par hectare en poste levé. Vous avez ici sur les deux graphiques les résultats de Eledura, donc en poste levé précoce, soit sur le vulpin, soit sur le régras, comparativement à la référence de Fosbury. Donc déjà, ce que l'on voit sur les premiers résultats, on est notamment sur régras des efficacités relativement intéressantes comparativement à la référence de Fosbury. Donc ça, c'est sur le graphique de gauche. Vis-à-vis du vulpin, là, clairement, l'Eledura seul sera insuffisant pour lutter contre les régras et on est sur des efficacités bien moindres par rapport à la référence soit seul Fosbury ou Fosbury associé avec du chlortoluron. Donc pour un prix autour d'une cinquantaine d'euros. Donc globalement, sur Regra, ça sera sans doute à associer, comme on peut le voir sur d'autres références. On peut signaler également avec l'apport de DFF et de l'aloxifène des efficacités complémentaires relativement intéressantes vis-à-vis des dicotes, que ça soit classiquement Véronique et Stellaire, notamment avec l'apport du DFF, ou des compléments d'efficacité sur Gaillet, Bleuet et Coquelicot grâce à l'aloxifène. À signaler malgré tout que pour lutter vraiment le plus efficacement possible vis-à-vis des graminées, vulpins, régras, on va vraiment être sur de la post-levée précoce et donc cibler une feuille. Et pour avoir des efficacités intéressantes sur dicotes, certaines dicotes ne seront pas toutes levées et donc vis-à-vis des levées échelonnées de certaines dicotes, les efficacités peuvent être un peu moindres vis-à-vis du spectre. Donc voilà, concernant, pour poursuivre, pour les projets. Alors pour les projets, la façon de présenter, je l'ai découpé d'une part sur des résultats vis-à-vis du régras et puis ensuite des résultats vis-à-vis des vulpins. Alors vis-à-vis des régras, ce sont les essais, donc 6 essais blé tendre, donc de cette année, en 2025. Je vous ai remis ici les performances des références, donc de défi Codix ou de défi Schwartz, de chlortoluron sur les efficacités. Alors, un petit décodage pour s'y retrouver sur le tableau de droite. En fait, à chaque fois, on a décodé et on vous a mis le grammage des substances actives aux doses et avec les associations proposées. Avec un décodage, je vais le dire une première fois. Donc, sur la première colonne, un PDM, c'est la pendiméthanine, le DFF, donc le difluphénicanil, PSC, donc le prosulfocarbe. On verra apparaître de temps en temps un ACLO, donc C pour la clonifène, et le CTU pour le chlortoluron. Donc, une fois ce décodage fait, on voit au niveau des performances des références de cette année sur le défi Codix, vous voyez, on est à peine à 70%, alors que tout à l'heure, Anne-Monique vous présentait en pluriannuel plutôt une référence autour des 78%. Donc, on voit bien cette année, et notamment, on a des essais avec des très fortes pressions régras. Donc, un essai, on est à plus de 1000 régras pour mètre carré, un autre à plus de 800 régras par mètre carré. Donc, toujours avoir en tête qu'on est sur des fortes pressions de régras qui, de toute façon, met aussi les produits en difficulté. Donc, il faudra, ce qui est intéressant, c'est de regarder par rapport à ces références. Alors, concernant les projets, donc le premier projet présenté, donc concernant
concernant le H2301, donc, qui, je le rappelle, est le projet porté par Bayer sous l'acronyme du Aclodio ou du H325 BCS. Et donc, ce projet apporte du DFF et de l'aclonifène à la dose, donc sur la dose d'un litre 2, on est à 600 grammes d'aclonifène, qui est associé avec 3 litres de défi. Et donc, en termes d'efficacité, si l'on se compare à la référence, notamment par exemple, de défi Codix, on voit un apport de plus, ici, 14 points d'efficacité. Et donc, vis-à-vis, on est sur une même dose de prosulfocarbe. Et vous voyez que l'apport supplémentaire d'une quarantaine de grammes de DFF et les 600 grammes d'aclonifène viennent compenser, et on est sur des efficacités supérieures vis-à-vis des références. Bon, sachant que sur la référence notamment d'Efficodix, on sait bien que l'apindimétaline, ce n'est pas son point fort, la lutte vis-à-vis du régras. Donc voilà, donc plutôt notamment un projet relativement intéressant en association avec du prosulfocarbe. Si je continue, un autre projet, le H1605, donc là, cette fois-ci, si vous vous rappelez, c'est le projet porté par Syngenta, donc qui comprend du prosulfocarbe et du DFF, donc vous avez le décodage dans le tableau à côté, et donc qui est associé soit avec du Codix, donc Pindi et DFF, soit avec du Constel, du chlortoluron et du DFF. Alors, ce que l'on peut voir, c'est que vis-à-vis de ce projet, donc notamment associé avec du Codix, on est sur plus 8%, on est sur des efficacités équivalentes à la référence d'Efficodix. Ce que l'on peut dire, c'est que par rapport à la référence de Efficodix, où on est sur une dose un peu plus élevée de prosulfocarbe, on est à 2400 grammes par hectare de prosulfocarbe sur la modalité du H1605 plus Codix, on est sur un grammage un peu plus faible, à 2000 grammes, et donc globalement, l'apport supplémentaire avec le DFF vient compenser. En revanche, en tout cas dans le cas des essais de 2025, et qui seront reconduits l'année prochaine, l'association avec le chlorto, et notamment sur des doses assez faibles de chlortoluron, donc on n'est que sur 600 grammes de chlortoluron. Sur le DFF, on est sur une base de 80 grammes, et je le rappelle que, entre guillemets, 200 grammes de prosulfocarbe. On est un peu juste en matière d'efficacité pour la lutte contre le régras, notamment dans des situations assez infestées. Et puis, de la même façon, les résultats, cette fois-ci, sur le vulpin. Donc, je reprends, donc ici, on a les références, donc des références dans les essais de 2025 sur 5 essais en prélevé, du défi Codix, du défi Chlorto ou du défi Prol. Donc déjà, ce que vous voyez, ce qui saute vraiment aux yeux, c'est des efficacités apportées par ces références, puisque cette fois-ci, donc, comme je le rappelle et comme l'a bien expliqué tout à l'heure précédemment Anne-Monique, on est sur des modalités sans flufénacet, on voulait travailler sur l'avenir. On voit bien là que clairement sur le villepin, les références sans flufénacet en matière d'efficacité sont un peu justes. On est autour de 50, on arrive à peine à 60% d'efficacité dans ces essais. Alors encore une fois, sur des pressions vulpin relativement importantes. Donc c'est vrai que on le voyait sur le tableau un peu récapitulatif des substances actives, on voit bien que sans flufénacet, ça commence à se corser vis-à-vis du vulpin. Alors concernant les projets, une fois avoir fait ce préambule, et donc je reprends donc avec le projet donc du H2301, donc associé comme tout à l'heure, et donc là cette fois-ci associé soit du défi, soit avec du prol, et donc associé avec du défi. Eh bien, par rapport à la référence d'Efficodix, on est sur la même base de prosulfocarbe. On voit que l'apport du DFF et puis de l'aclonifène permet d'avoir des efficacités
équivalente à la référence. Et puis sur l'association avec du prôle, là aussi, on est sur des bonnes performances. Donc voilà, donc sur Vulpin et sur Regra, l'association, donc le projet H2301, pardon, donc c'est-à-dire du DFF et de la clonifène associés, on a des résultats plutôt intéressants sur Vulpin et Regra. Je continue sur le H1605, donc toujours sur le Vulpin, donc le projet porté par Syngenta, donc comprenant du prosulfocarbe sur une dose un peu plus faible, donc les 2000 grammes, et puis du DFF. Ici associé avec du Codix, globalement, là aussi, on est dans des références proches du défi Codix. Pour poursuivre, sur le dernier projet, cette fois-ci, on a fait le parti pris, donc le dernier projet, pardon, qui concerne le nom de marque Luximo, au travers d'un projet qui nous a été confié cette année en 2025 et que vous avez entendu parler sur le terrain sur le nom de Luxi G2. Alors, on a présenté ici les résultats vis-à-vis de l'efficacité du projet, vis-à-vis du Regra et du Vulpin en pluriannuel, parce qu'en fait, c'est un projet qui nous a été confié depuis plusieurs années. On a déjà des résultats depuis 2021 et donc on s'est dit que c'était plus intéressant de vous montrer les résultats en pluriannuel. Alors, sachant que ce n'est pas complètement orthogonal, je tiens à le préciser dans les comparaisons, parce qu'on n'est pas sur un nombre d'essais tout à fait équivalent, et puis que également, ce projet confié les années précédentes, on n'était pas sur des formulations équivalentes. Mais globalement, vu le nombre d'essais, à chaque fois, il y a presque une trentaine d'essais, voire même parfois plus de 35 essais. On a quand même pas mal de références et ça nous donne de bonnes références expérimentales. Donc, vis-à-vis du Regra, lorsqu'on regarde les projets à base donc, du nom de marque de Luximo sur une dose de 1,25 litre, donc en post-levée précoce, donc ça a été vraiment positionné précocement à une feuille, et donc vous voyez les références sur 33 essais, on est sur des efficacités autour de 70-71% d'efficacité, avec un gain très significatif par rapport à la référence de Fosbury seul sur le Regra, sachant que sur le Regra, le Fosbury en général associé avec du chlortoluro. Donc une bonne référence donc autour de 70% sur le Regra. Et concernant le Vulpin, là aussi on est sur un nombre d'essais relativement constant, relativement important, en moyenne sur un nombre significatif d'essais depuis 2021. On a des efficacités très intéressantes, donc en post-levée précoce, avec une moyenne sur 29 essais de 84% d'efficacité, et donc au-delà de la référence du Fosbury. Donc voilà, donc, sur ce projet qui n'est pas proposé prochainement, à l'automne prochain, en tout cas, on a des perspectives plutôt intéressantes, notamment vis-à-vis du Vulpin, et tant mieux, j'ai envie de dire, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, on est un peu plus démunis, je bafouille, sur cette adventice. Voilà ce qu'on voulait vous présenter sur les résultats de cette année en 2025, notamment sur les projets. Et puis pour conclure, et puis pour finir ce webinaire, donc en conclusion, bon, bien évidemment, on a vu dans la première partie que nos recommandations donc, pour gérer les graminées dans les céréales, eh bien, c'est notamment la mise en œuvre de l'ensemble des leviers agronomiques à notre disposition pour gérer et pour diminuer au maximum le stock semencier des vulpins et des régras, donc avec soit à court, à moyen terme. Vous avez vu un ensemble d'éléments qui vous ont été présentés autour du FOSMI, autour du nettoyage de la moissonneuse batteuse, par exemple. Je reprends le deuxième point, notamment au niveau de la date de semis,
Et effectivement, on voulait un petit peu, ce point était un petit peu présenté tout à l'heure, Benjamin, avec la combinaison de l'effet du retard des dates de semis combiné avec des faux semis. L'année dernière, lors du webinaire, on avait vraiment fait un point dédié au niveau de la date de semis, mais je rappelle que c'est un levier relativement important et efficace pour gérer les graminées. Et donc, dans les situations avec une présence régulière et importante de vulpins ou de raies-gras, la recommandation est de ne pas semer trop tôt. On met au plus tôt au 20-25 octobre et je pense qu'il est vraiment indispensable de même décaler encore un peu plus tard sur des parcelles où il y a historiquement des très fortes pressions de vulpins et surtout de raies-gras, et notamment dans les situations qui le peuvent, au niveau de la portance des sols. Je pense par exemple à des sols où il est plus facile de un petit peu décaler les dates de semis, notamment dans les argilo-calcaires, où on peut très bien, et ça a été le cas cette année, des semis sur la première décade de novembre sont bien positionnés et qui permettent d'être un levier intéressant par rapport à la gestion des graminées sans compromettre le rendement. Et puis, une autre recommandation de semer sur le sol propre. Et puis, en désherbage chimique dans la culture, comme on a pu le voir précédemment, sur les infestations faibles, une base à l'automne, alors en privilégiant plutôt la prélevée, parce qu'on a vu que les efficacités sont un petit peu plus robustes, mais ça peut être aussi la post-levée très précoce en associant les substances actives à disposition. Donc, bien évidemment, à l'automne prochain avec des bases de sulfénacette, de prosulfocarbe quand on est sur une flore un peu plus raies-gras et puis plus associée soit DFF et pendimétalline pour des flores un peu plus vulpins, et rattrapage au printemps si nécessaire. Et sur des fortes infestations, là, les recommandations vont vraiment aller sur du double automne, avec une pré. Alors quand on dit une pré solide, vous avez pu le voir dans les résultats précédemment présentés, on va rechercher une pré la plus efficace possible pour ensuite rattraper à l'automne, tout en visant des stades relativement jeunes avec une à deux feuilles max des graminées adventices. Et dans ces situations-là, bien évidemment, c'est de revoir le système de culture, puisque on l'a vu en matière d'efficacité, lorsqu'on est sur des très fortes infestations, on n'arrive pas à viser le supérieur, on n'arrive pas à viser des efficacités supérieures à 90%. L'ensemble des préconisations peuvent se retrouver dans le guide des herbages, donc, qui est publié tous les automnes, et donc celui-ci sera remis à jour à l'automne prochain, mais vous pouvez vous référer sur celui qui a été diffusé à l'automne dernier. Il y a peu de changements. Je vous remercie de votre attention. On va clore avec 2-3 derniers éléments à vous transmettre. Merci, et du coup, je vais conclure. Alors, vous avez sous les yeux un article qu'on avait rédigé sur les 10 commandements de la bonne gestion du raies-gras, avec 10 commandements qu'on avait recensés de la gestion de l'interculture, la lutte directe, la gestion de la récolte, et surtout, comme on l'a bien vu, encore une fois ce matin, aucun levier n'étant 100% efficace, c'est la combinaison des leviers qui fait la bonne gestion des graminées dans nos parcelles. Donc, vous avez à droite un lien vers l'article et à gauche un lien vers la vidéo. Un rappel sur nos prochains rendez-vous terrain qu'on fait encore pour cette année. Donc, il nous reste dans une semaine, pile poil mercredi prochain, 18 juin après-midi, notre rendez-vous Vue du champ, événement au champ, dans lequel on montrera des essais Lymphibe de printemps et céréales. Donc dans l'Eure, à Bray, et les mécaculturales les 10 et 11 septembre prochains à Saint-Agné, près de Pau, dans le sud-ouest, avec une formule inédite des mécaculturales associant innovation agronomique, technique et machinisme agricole, puisqu'on s'est associé pour cette session-ci avec l'ECUMA. Et pour la suite, on vous propose de bloquer vos dates pour les prochains rendez-vous d'automne. Donc, en céréales, on a une formule divisée pour chaque région et adaptée, ciblée aux problématiques de chaque région. Donc, en Normandie, un premier webinaire bilan de campagne choix variétaux le 4 septembre. Le rendez-vous
on va dire classique en salle le 18 novembre. En Bretagne, même formule, mais les dates sont à venir. En Pays de la Loire, un webinaire sur la protection foliaire des céréales à paille le 19 novembre. En Poitou-Charentes, la formule aussi après-midi en salle le 14 novembre. En maïs, on découpe toujours en deux, un webinaire Normandie-Pays de la Loire le 27 novembre, un webinaire Pays de la Loire Poitou-Charentes le 5 décembre, et une formule fourrage ouest avec les dates à venir. Et enfin sur le lin fibre, comme l'an passé, une formule divisée en deux, le 9 septembre pour les essentiels de lin fibre d'hiver et le 20 janvier pour la protection lin fibre d'hiver et de printemps. Et vous aurez tous les événements sur le site communiqué ici. Donc voilà, il est 10h05. Je vous remercie pour votre participation et vous souhaite une bonne campagne de désherbage qui commence de la récolte jusqu'à l'automne prochain. Et je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir.